Monsieur David Nour, qui est auteur à succès et coach exécutif. Il est l'auteur de 10 livres qui ont été traduits en 8 langues, ce qui inclut Co-Create, qui a été publié par St. Martin's Press. Il est membre de Marshall Goldsmith MG 100 Global Executive Coaches. Il est partenaire d'entreprise à EGL Holdings et il est professeur adjoint à l'Université Emory à Atlanta, en Georgie. Le groupe NO a travaillé avec des clients comme Hilton, ThyssenKrupp et Disney en propulsant une croissance rentable à travers un retour sur leurs relations stratégiques. David est un orateur charismatique, il est une mine de renseignements, il a le don de renseigner et d'inspirer. La suggestion d'avoir David à parler de nous est venue de notre PDG, Fardad Zabaïchan, qui est avec nous à cette présentation. Fardad a participé à beaucoup de ces présentations merveilleuses chaque fois qu'ils ont participé à un événement commun avec Dave. Et une fois que je passerai le micro à Dave, vous allez comprendre pourquoi nous l'avons sur Kudo Global Stage aujourd'hui. Donc, David, je t'invite à parler. Je vais silencier mon micro, mais je serai là en coulisses à t'écouter. Merci beaucoup de le faire. Mon grand plaisir est Wandro et Fardad. Merci de m'avoir invité. Je veux accueillir le public. Quel plaisir que d'être avec vous. Je vais faire une brève présentation de l'idée de Co-Create. Comme vous l'avez entendu, c'est mon 10e livre et nous sommes actifs dans de différents réseaux sociaux. J'utilise le mot dièse Co-Create Book et aussi Kudo Global Stage est un autre mot dièse très bon que vous pouvez utiliser pour partager ce que vous pensez avec votre communauté. Donc, rapidement, je suis à l'origine de l'Iran. Je suis venue aux États-Unis en 81 avec une valise et quelques dollars. Je ne parlais pas un mot d'anglais. J'étais dans une belle famille. Mes 2 parents étaient des enseignants qui voyageaient beaucoup. Comme jeune enfant, j'ai vécu à Atlanta, en Georgie, dans les États-Unis. Si vous ne connaissez pas les États-Unis, c'est au sud-est. Il fait très chaud. La température est dans les 90 en ce moment, 35 degrés centigrades. Nous avons une équipe de soccer fantastique, Atlantic United. Nous remplissons un stade dans les États-Unis et bien évidemment, le soccer est encore très jeune par rapport au reste du monde, mais nous remplissons les stades. Ça fait des années que je fais des études sur les relations d'affaires. Comment est-ce que ces relations fonctionnent? Comment faire avec ces relations? Et je suis conseil expert pour propulser la croissance rentable. Je parle 50, 60 fois par an dans des podiums mondiaux. Je fais beaucoup de coaching exécutif et je crois profondément aux relations et je pense qu'elles peuvent accélérer pour que les choses soient faites. Donc, je lance une table ronde exécutive concernant les soins de santé. On en parlera. Comme vous l'avez entendu, je suis un partenaire d'entreprise à EGL Holdings et Co-Create est mon 10e livre. Relationship Economics a été mon premier livre et je pense profondément que je suis dans le monde des idées. Je peux voir beaucoup d'entreprises, de compagnies, d'industries et les défis que je vois semblent être partout. Ils sont consistants à travers de différentes entreprises. Donc, j'ai capturé cela dans des livres qui sont devenus une occasion de partager mes idées. Au niveau personnel, j'ai une famille jeune. Vous voyez que j'avais auparavant plus de cheveux, mais j'ai des adolescents, donc je n'ai plus de cheveux. J'ai 2 chiens très fous qui sont devenus une partie de la famille. Je suis un scout. Mon fils est aussi actif dans les scouts. Nous sommes passionnés par rapport aux valeurs des scouts et ça, c'est ce que je fais pour le fun. Il y a des gens qui font du yoga, qui vont courir. Moi, quand je me mets mes écouteurs, là, je commence à penser et c'est mon occasion vraiment de
plonger non seulement dans un hobby, mais dans quelque chose qui vous permet d'apporter de différentes compétences à la table. Si la dernière image vous effraie, voilà une image plus sympa. C'est une belle communauté. J'ai l'occasion de connaître des gens très sympas avec la motocyclette. Bon, alors, nous avons plusieurs idées. L'idée de l'innovation réelle, l'un des plus grands défis, c'est la notion de la transformation culturelle. Et après cela, je vais vous présenter en quelques minutes l'idée de la puissance de la co-création. Parlons d'une des idées à la fois. Donc, l'idée de l'innovation réelle est que nous n'avons, aucun d'entre nous, les réponses. Si on est la personne la plus intelligente en salle, on n'est pas dans la salle correcte. Donc, pour être pertinent, il faut continuer à évoluer. Et je suggère que votre futur ne va pas être créé, il va être co-créer. Pensez-y, d'autres font face à des défis similaires. Ils essaient de créer des occasions similaires. Et on n'est pas des partenaires, on n'est pas des alliances, on est plutôt des co-créateurs autour d'une vision et une mission en commun. Maintenant, si vous y pensez, aucune de ces choses-là n'existait en 2006. On n'avait pas blockchain, on n'avait pas toutes ces choses-là. On n'avait aucun de ces dispositifs. Ce qui est important aussi, regardez tout simplement ce qui va s'approcher maintenant. Dans cette troisième itération du web, on s'éloigne de Chrome, on s'en va à Brave, on ne va plus avoir Skype, on va avoir Expertise, on n'aura plus Facebook et Twitter, on aura Cacha. Alors, dans cette évolution constante, en travaillant avec des clients au niveau mondial, ce qu'on a identifié, c'est que l'innovation n'est pas forcément difficile, elle est plutôt complexe. Alors, quand on pense à un processus séquentiel simple, par exemple, une ligne d'assemblage dans une usine, c'est répétitif, c'est prévisible. Nous connaissons cet espace. Les choses deviennent plus compliquées. Pensons à la chirurgie cardiaque. Nous parlons des voyages à la Lune. Nous savons comment le faire. Il y a des réponses multiples. Alors, ces deux choses-là, les simples et les compliquées, on les a déjà vues. On est là peut-être aujourd'hui, mais quand on va vers l'avant, c'est beaucoup plus complexe. Pensez à comment on élève un enfant. Il n'y a pas une seule façon de le faire. Pensez à une transformation culturelle. On en parlera. Il y a des réponses multiples. On a besoin d'une expertise à visage multiple. Et il y a aussi beaucoup de données du Forum économique mondial de la part d'économistes qui disent que la prochaine révolution industrielle, la quatrième, va perturber plusieurs industries de façon dramatique, la première étant les soins de santé. J'ai mentionné auparavant que je suis en train de créer cette table ronde exécutive autour des soins de santé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a une déconnexion entre les fournisseurs et les payeurs. Donc, il est arrivé le temps de faire une perturbation, une innovation. Et après cela, on a les finances, l'infrastructure, l'éducation, d'autres industries qui vont se voir avantagées de choses comme la crypto-monnaie, par exemple, des choses novatrices. Maintenant, l'innovation réelle, le changement doit commencer chez vous, avec vous. Et donc, je suis content que vous soyez là, que vous l'entendiez, et il faut que vous y croyiez éventuellement. Mais ce n'est que quand vous allez l'appliquer, quand vous allez le vivre, que vous verrez l'impact des choses desquelles nous sommes en train de parler. Moi, je m'y connais à ces choses-là, je ne dois pas m'entendre. L'idée de partager ces idées avec vous, c'est pour que vous pensiez. Et c'est ça l'affaire dans laquelle je travaille. Je vais vous donner un exemple rapide. Je vais vous poser une question simple. Quelle est la différence entre ces deux entreprises? Parce que même si, quand on va en ligne, quand on pense à des choses complexes, industrielles, des entreprises comme Grainger sont là, ça fait des années, mais ce que je n'ai pas vu de leur côté, c'est les expériences que des entreprises comme Amazon créent. Voilà le bouton que vous mettez sur la machine à laver, c'est branché à mon compte Amazon et ça me commande quelque chose immédiatement. Voici par exemple, est-ce que vous connaissez cela?
Je ne sais pas si vous le voyez, Amazon One, je peux scanner le code de barre de quelque chose et ça va l'ajouter à mon compte et va l'envoyer chez moi. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que les 4 grands, Google, Amazon, Facebook et Apple, sont en train de regarder constamment d'autres affaires qui ont des inefficacités. Et si vous analysez de façon ample en quelle mesure leurs affaires sont devenues très amples, il y a très peu de choses qui ne vont pas pouvoir perturber. Ce qu'on voit, c'est l'évolution de modèles d'affaires, de produits à produits intelligents, à produits branchés, intelligents, à des systèmes et des systèmes de systèmes. Un des exemples, voici le Nest chez moi qui est branché à mon Wi-Fi. C'est un exemple d'un produit intelligent, n'est-ce pas? Vous savez, quand les affaires s'optimisent, on le voit avec UPS et John Deere, c'est un modèle d'affaires différent. Avec un modèle transformatif d'affaires comme Google ou Amazon, ils sont en train de créer de nouveaux modèles d'affaires. Ce qui me fascine, c'est la notion des grandes données et des grandes villes où les centres sont construits pour vous dire sur votre appli où sont les espaces de parking, où est-ce que l'on peut se débarrasser de déchets. Alors, vous voyez maintenant qu'on a une intégration très intéressante de comment nous travaillons et nous vivons de façon quotidienne. J'ai vu cela sur une fenêtre. L'avenir a commencé hier et on est prêt trop tard. Donc, c'est constant et le rythme est vraiment très rapide. Une autre entreprise très intéressante, Vcount, qui a cette carte chaleur qui vous parle de la circulation dans votre site de vente au détail. Vous pouvez mieux positionner les produits qui se vendent dans votre magasin versus d'autres qui n'obtiennent pas cette circulation. C'est des données combinées avec un espace physique que l'on visiterait. Il y a une entreprise qui s'appelle Spice à Boston qui travaille avec des chefs pour automatiser la cuisine de bols de pâtes. Et alors, vous commandez l'appli et vous remarquez, il n'y a aucun être humain. Et donc, nous allons voir de plus en plus de ce genre de modèles d'affaires qui vont changer notre façon de travailler, de vivre, d'interagir, de nous impliquer. Et je voudrais alléger que l'innovation vers la perturbation, c'est un saut. Quand vous pensez à l'itération, la répétition, c'est mieux faire les mêmes choses. L'innovation, c'est faire de nouvelles choses et la perturbation, c'est faire de nouvelles choses qui rendent les anciennes choses obsolètes. Alors, si vous développez une équipe, un organisme qui répète, qui itère fréquemment, il y a plus de possibilités d'être novateur. Quand vous faites vous êtes innovateur de façon fréquente, là, on a l'option de perturber. Pensez à l'innovation, la perturbation. C'est sexy d'en parler, c'est intéressant pour la plupart des gens, mais moi, je dirais qu'il y a une route pour y arriver. Alors, à la partie centrale, ce dont on a besoin dans l'innovation, dans la co-création, c'est l'idée de transformer la culture. Bien évidemment, là, nous avons une caricature, c'est intéressant, mais nous tuons beaucoup d'idées. Et le plus la compagnie devient plus grande, le plus elle se concentre à l'exécution. Donc, on a une boîte très bonne d'exécution qui est concentrée à tuer n'importe quelle nouvelle idée étincelante qui est intéressante et différente. Il le voit comme si c'était le cancer. Et l'objectif est, bon, comment nous en débarrasser? Alors, j'ai souligné la boîte avec qui inclut le gestionnaire de nouvelles idées de croissance qui est vide dans ce graphique parce qu'on a le vice-président de non, le vice-président de statu quo, le vice-président de restons là où nous nous trouvons et on n'a pas l'occasion de penser de façon créative, de façon novatrice par rapport à comment faire les choses de façon différente. J'ai vu une belle présentation où l'orateur a parlé de la culture de l'organisme et quel est le plus grand défi pour que les gens fassent des choses différentes et intéressantes. Donc, la culture au sein de l'organisme, les gens, les processus, notre façon de faire les choses, cela est essentiel et nous devons aller au-delà des choses. Tout le monde sait que c'est important, mais nous ne
nous concentrons pas suffisamment à l'importance des choses. Je veux que vous le voyez à travers de nos lentilles. Il faut commencer avec le physique et l'émotionnel avant de passer au mental et éventuellement au spirituel. Mais la transformation de la culture s'agit d'une maîtrise personnelle. Il faut se regarder dans le miroir et penser à vous-même. Et là, il faut voir comment faire pour avoir une cohésion interne, pour que les choses internes fonctionnent de façon plus collaborative pour arriver à l'externe. C'est tout comme une famille. Si la fonction ne fonctionne pas au niveau interne, tout le monde le voit, tout le monde le remarque. Il nous faut aussi, c'est comme un iceberg, il nous faut aller au-delà du visible. Les choses faciles, les gens parlent de vision, de stratégie, de produits, de services, de politique, mais on ne parle pas de l'appétit pour le changement, d'engagement ou de politique interne. Les choses lourdes, disons, ce qui est en dessous de l'eau, c'est là où les choses se font vraiment. Et malheureusement, en dessous de l'eau, c'est ce que la plupart des gens voient et nous nous concentrons en fait à cela. Donc, j'allégerais que les idées les plus novatrices ne sont pas faites en groupe, elles sont faites quand elles sont socialisées, communiquées, partagées et faites en cercle. Les relations sont en cercle et non pas en ligne directe. Moi, j'aime beaucoup les causeries, j'aime les petits groupes pour parler de où nous sommes vulnérables, où nous avons des problèmes, où nous pouvons penser de façon différente à ce que nous essayons de faire et comment y arriver. Quand vous pensez à des relations pour une seconde, il y en a trois. Les relations personnelles comme nous, des amis. Les relations fonctionnelles, on les tolère parce qu'il le faut, des gens peut-être avec lesquels nous travaillons, quelques clients. Et la plupart des gens que je connais en ont beaucoup de ces deux-là. Et les importantes sont les relations stratégiques qui élèvent votre pensée, votre perspective à un niveau différent. Nous développons aussi des relations pour des propos très spécifiques. Si vous faites une transaction, disons, ça c'est une raison. Vous mettez plusieurs raisons ensemble et là, vous avez une saison. La plupart des gens font ces deux-là très bien, mais on ne développe pas des relations à vie. On ne pense pas à la longévité, à l'ancienneté de la relation quand on fait des choses à court terme qui vont cocher des boîtes, le revenu de ce mois ou faire ce projet, ceci ou cela. On ne pense pas à la dépense du point de vue long terme. Alors, votre relation devient votre marque. Les gens que vous embauchez, les clients avec lesquels vous décidez de travailler, les idées auxquelles vous investissez, tout cela devient une partie de la marque que les autres perçoivent de vous. Et nous voyons cette révolution dans la façon de travailler des organismes. Si vous pensez à quelques-unes de ces idées, comme la productivité technologique et numérique, et comment nous changeons les façons de générer la valeur d'affaires, tout cela existe du talent pertinent. J'ai des clients qui ne trouvent pas assez de gens de qualité, intelligents, qui puissent venir et aider à mettre en œuvre quelques-unes des idées excellentes qu'ils ont déjà. Si vous le combinez avec un changement dans la distribution des ressources et un changement dans la culture de la main-d'œuvre, là, vous avez la provision de talent qui n'est pas suffisant. Dit d'une autre façon, on n'a plus besoin d'idées. Nous avons tous de très belles idées. Nous avons besoin de gens. Et je veux que vous sachiez que les entreprises vont continuer à avoir des problèmes à trouver le talent à mettre en œuvre, à en faire des prototypes, à tester ses idées. J'ai un client, un avocat qui ne trouve pas assez d'avocats intelligents pour faire le travail. J'ai des clients de fabrication qui n'ont pas assez de talent pour mettre en œuvre le travail qu'ils ont déjà. Alors, l'avantage vraiment s'en va à des entreprises qui peuvent s'adapter de façon créative. Et j'allégerais que la co-création est en fait cette monnaie de création dans l'économie. Quel en est l'aspect? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ça. Qui veut du changement? Tout le monde lève la main. Qui veut changer? Là, il n'y a personne qui lève la main. Qui veut être à la tête du changement? Il n'y a plus personne en salle. Autre façon de le dire, au lieu de faire quelque chose d'intéressant ou de nouveau, pourquoi ne pas être en sécurité et on va en déclin vers l'obsolescence, c'est beaucoup mieux. Alors, un exemple pour vous, dans le livre Co-Create, je
parle de leadership avec propos et provocatif. Alors, beaucoup de gens pensent à l'intimidation dans les écoles quand je dis cela. Non, je veux changer votre lentille pour propulser l'intensité, l'intentionnalité, pour propulser vraiment de ces choses. Voici Kevin Plank, le PDG d'Under Armour. Et ce que vous ne savez pas, peut-être vous le savez, ils font à peu près 4 milliards de dollars en revenus. Ils sont en compétition avec Nike qui font 30 milliards et ils se rendent compte qu'on ne peut y arriver en vendant des t-shirts. Alors, pendant le couple de dernières années, il a dépensé quelques millions de dollars en achetant 3 entreprises de technologie. Au début, ça n'a pas fait de sens aux gens. Vous vendez des t-shirts, des chaussures athlétiques, des vêtements pour l'athlétisme. Pourquoi des senseurs, des données? Parce qu'il a amassé la plus grande quantité de personnes qui font de l'exercice. Alors, leur technologie, ça, quand vous faites de l'exercice, pendant combien de temps, où, et là, ils peuvent intégrer cela dans le développement de produits, ils peuvent l'intégrer dans leur commercialisation, ils peuvent vendre leurs produits dans un endroit du pays qui peut-être n'est pas aussi pertinent à quelqu'un d'autre. Donc, ils ont propulsé cette technologie qui permet même la fabrication, la vente. Et les vêtements athlétiques qu'ils ont sont vraiment maintenant différents des autres. Alors, pendant les dernières minutes, nous allons parler de l'idée de la co-création. Alors, l'une des questions que j'adore poser constamment, c'est comment est-ce que vous faites la compétition? Parce que si vous faites les mêmes choses que vous êtes en train de faire aujourd'hui, je ne suis pas sûre que vous continuerez à être pertinent. Si vous faites les choses un tout petit peu de façon différente, vous serez momentaire. Et ce n'est que quand vous vous demanderez comment faire la compétition et vous mettez la lentille dans l'avenir, c'est là où vous restez pertinent. Ce n'est pas un moment, c'est quelque chose de continu comme conversation. Et je pense que de plus en plus, nous devrons créer cette conception humaine. Je suis en train d'enseigner un cours d'éducation exécutive à l'université Emory et je vais vous montrer quelques exemples. On va se concentrer à cela. L'intersection de la technologie, les gens, la conception et les affaires. C'est là où l'expérience des usagers doit se fonder. Et les expériences des usagers sont plus importantes que jamais. Alors, dans le livre Co-Create, on a regardé plusieurs industries. Et ce qu'on a identifié dans presque n'importe quel écosystème de l'industrie, c'est le signe de l'infinité. Et au centre, on a le fait que les gens commencent toujours par évaluer. Où suis-je? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui ne va pas bien? Après, on passe à la découverte. De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans mon environnement actuel? Après, il passe aux options et il considère de différentes options. Disons, qu'est-ce que nous pouvons voir pour résoudre ce défi ou nous aider à trouver une occasion latérale? Après, on revient à l'évaluation. Après, en fait, ils achètent. Alors, dans la plupart de mes clients, la relation commence quand ils achètent. Après, ils l'utilisent et après, ils reviennent toujours à l'évaluation. Est-ce que j'ai répondu à mes besoins? Est-ce que j'ai pris la décision correcte? Est-ce que j'ai acheté le produit correct? Est-ce qu'on l'a utilisé de façon efficace? Et que pouvons-nous changer dans ce trajet? Alors, pourquoi est-ce que cela doit vous être important? Parce que votre marque est plus importante que jamais. Donc, vous devez vous concentrer à développer une marque numéro 1. En plus, quelle est votre proposition de valeur? Remarquez que je n'ai pas dit on fait la chose la moins chère par rapport au produit. On n'a jamais cherché un chirurgien qui n'est pas cher. Non, quelle est votre proposition de valeur et comment est-ce que cela rentre dans mon trajet quotidien? Parce que quand on crée des choses dans ce trajet à vos clients, ils vont vous remarquer, ils vont acheter de chez vous, ils vont créer de l'impact de vos produits et vos services et vous pouvez continuer cela tout au long du trajet où vous continuez à ajouter de la valeur. Netflix n'a pas tué Blockbuster. Si vous aviez des sites de Blockbuster dans votre marché, on conduisait comme des fous et on arrivait à Blockbuster pour ne pas devoir payer un retard de 1,50 $. Amazon n'est pas en train de tuer la vente au détail.
Uber n'est pas en train de tuer les taxis, c'est une affaire de disponibilité. Il s'agit d'être axé sur les clients et c'est là où les anciens modèles d'affaires s'éloignent. Alors, il faut commencer avec vous, avec l'identification de la perturbation et voir comment nous adapter à la perturbation. Alors, on a des compétiteurs plus rapides, on a des préférences des clients, on a des régulations. Tout ça, c'est des choses qui vont vous forcer à changer le cours de votre direction. Et le plus vous apprendrez à le faire, le plus vous allez bouger rapidement et cela est très important. L'autre idée que je partage à Co-Create, c'est l'innovation adaptive. L'idée de faire des sondages, c'est fini. Il faut plus de points de données, il faut le faire plus fréquemment, il faut le plus proche au temps réel et ensuite, il faut pouvoir faire des choses avec. Donc, au lieu de faire un sondage et l'afficher, attendre à des réponses en 6 mois, non. Comment le faire cet après-midi? Comment faire quelque chose aujourd'hui? Comment changer rapidement quelque chose que nous sommes en train de faire? Parce que le plus vous vous adaptez à ces besoins, le plus pertinent vous devenez. J'ai beaucoup aimé aussi cette idée de la vitesse et de l'agilité. Les entreprises nouvelles le font très bien, ils évaluent l'occasion, ils identifient, ils organisent, ils développent rapidement quelque chose et ils apprennent constamment de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et j'essaie d'introduire cette idée et de l'apporter à des entreprises plus traditionnelles qui ne sont pas accoutumées à bouger rapidement. Mais la vitesse et l'agilité sont essentiel. Je suis en train d'enseigner un cours à Emory du côté de la visualisation stratégique et je parle du fait que le côté visuel est important. Nous sommes une société visuelle. Voici un PowerPoint de 44 pages qu'un exécutif m'a envoyé. Après la 6e diapo, je les ai appelés et je leur ai dit, je ne comprends pas ce que vous essayez de dire, avec qui vous essayez de parler, qu'est-ce que vous voulez changer. Alors, ils ont dit, bon, ben, c'est quoi la réponse? J'ai dit, bon, ben, si c'était une page, disons, si votre stratégie était une page, ils ont dit pas façon. Je leur ai dit patientez, voyez qu'on peut le faire. Et voilà ce qu'ils ont pris au marché. Ça, c'est un projet qu'on a fait pour Hilton pour les aider à attirer plus de millénaires des collèges et des universités à leur recrutement. Et le côté visuel a beaucoup d'impact pour transmettre le message. Encore une fois, je ne vous donne qu'une petite idée de co-créer des idées. Je veux que vous pensiez à plusieurs choses. Les relations parlent d'habilitation, non pas de hiérarchie. On ne parle pas de développer un organisme plus profond. On veut les personnes correctes pour travailler de près et faire des choses. Le trajet et son expérience est plus importante que jamais. Quand vous capturez les trajets que vous faites pour les autres ou vous essayez d'améliorer les expériences que vous développez, c'est essentiel. Il faut envisionner l'évolution d'une valeur convaincante. Ce que vous avez toujours fait pour vos clients doit évoluer pour que vous continuiez à être pertinent dans leur tête et dans leur cœur. Finalement, il faut faire des ponts entre les silos. Les silos qui ne parlent pas les uns avec les autres ne sont pas utiles. Comment créer des ponts entre les silos à l'interne et à l'externe de l'organisme? Donc, si mon travail m'intéresse, on a une place pour obtenir notre bulletin. Vous pouvez tout l'obtenir. Et j'ai vu cette citation et cela m'a semblé très intéressant. Les personnes analphabètes du 21e siècle ne sont pas ceux qui ne peuvent pas lire ou écrire, c'est ceux qui ne peuvent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. La vitesse de la technologie dans tous nos marchés fait que votre capacité d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre sera plus essentielle que jamais. Voilà mes coordonnées. Je veux remercier Kudo de m'avoir invité. J'espère que cela vous a été utile. Et je me demande, je vous passe le micro à nouveau. Eh bien, excellent, David. Vraiment. Il y a tellement de choses que je dois désapprendre maintenant, mon Dieu. Et j'ai quelques semaines de travail à faire pour réapprendre un couple de concepts de base. Merci beaucoup, David, pour ta présentation. Encore une fois, merci à ceux qui ont pu nous joindre. J'adorerais de continuer le partenariat avec Kudo. Je vais vous laisser avec 2 idées. L'une, c'est celle que mon père m'a dit il y a des années. Les leaders
sont des lecteurs et des lecteurs sont des leaders. Si vous ne lisez pas, si vous n'apprenez pas, si vous n'êtes pas en train de croître, vous n'arriverez pas à continuer à être pertinent pour votre actif le plus important, le portefeuille de relations. Numéro 2, un mentor m'a dit, si vous ne faites pas d'échecs, cela veut dire que vous n'êtes pas en train d'essayer. Aucun d'entre nous n'a toutes les réponses. On arrive à comprendre les choses avec le temps. On trouve la route à suivre. Ne cessez jamais de croître, d'apprendre, parce que c'est comme ça que nous grandissons comme êtres humains. Je veux remercier Kudo de m'avoir eu. J'espère que le contenu vous a été utile et si je peux faire quelque chose, sentez-vous libre de me contacter. Absolument, David. Très, très utile pour moi au niveau personnel et j'en suis sûre pour tout notre public d'aujourd'hui. Donc, merci encore une fois d'avoir pris le temps de se faire ce matin à partir d'Atlanta, en Georgie. Et c'est un grand plaisir de t'avoir eu avec nous. À la prochaine. Au revoir.